à tous. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Laure Briciano de l'agence. Quoi? Vous nous entendez? Oui, très On bien. t'entend très bien, On t'entend Laure. très bien, désolée. Laurent. Tu peux Vas-y. continuer. Désolée. Merci. Non, on Merci, t'entend très Dorian, bien. de nous laisser tranquille dorénavant, s'il te plaît. On C'est s'occupe ça. de tout. Merci, Dorian. Désolée. Du coup, je disais que donc, je me présentais, donc Laure Briciano de l'agence Proxiad à Lille. Et ce soir, donc, je suis en binôme avec Yasmine qui va se présenter à son tour. Yes, alors moi c'est Yasmine Charabil, je suis chargée de recrutement de l'agence de Proxiad Est et du coup on va aujourd'hui vous proposer un sujet qui est en rapport avec notre situation directement, qui est les handicaps invisibles dans le monde du travail. Justement, on a utilisé ce titre pour rester un peu vague et vous expliquer tout pendant la présentation. Je te laisse plutôt la parole, Laure. Alors, du coup, là, ça va être suite. Hop, ça va aller plus vite. Du coup, on va présenter dans un premier temps. Ça passe trop vite. Un petit bug. Désolé. Alors, dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que le handicap invisible. Et après, le problème du direct. Désolé. Après, nous allons voir du coup ce que c'est la dyslexie, comment on accompagne un collaborateur en situation de handicap invisible. Nous allons faire des petits retours d'expérience et pour finir, comme d'habitude, un moment de questions-réponses. Du coup, c'est parti. Qu'est-ce qu'un handicap invisible? Donc, en gros, c'est un handicap qui ne se voit pas. Une personne sur 6 est atteinte de cette forme de handicap, ce qui représente à peu près 1 milliard de personnes. En France, on est 85% de personnes dans cette situation-là de handicap invisible. Généralement, quand on parle d'handicap, on l'associe à chaque fois au fauteuil roulant. C'est une fausse idée reçue. L'handicap en fauteuil roulant représente que 2% d'handicap. Donc, l'handicap invisible, il ne se voit pas du premier abord. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et c'est un handicap qui est non détectable d'apparence. Du coup, comment reconnaître un handicap? Il se divise sous plusieurs catégories. Donc, on va voir l'handicap mental. L'handicap mental, c'est un arrêt de développement mental ou incomplet. Il touche à peu près entre 1 à 3% de la population et c'est une majorité d'hommes. Je ne vais pas rentrer à chaque fois dans tous les handicaps, dans tous les détails, parce que nous, on va se concentrer sur la suite de la présentation, sur un handicap bien particulier. Donc là, je fais seulement une simple petite présentation. Du coup, donc après, on a un handicap physique. Il se distingue vraiment de l'handicap mental. Les causes restent majoritairement inconnues à ce jour. Ça apparaît souvent à l'âge adulte. Pour diverses maladies, on peut voir la psychose, les troubles bipolaires, des troubles qui aggravent la personnalité. Ça rentre aussi dans la catégorie, par exemple, des TOC, ça peut rentrer dedans. Après, nous avons des handicaps sensoriels. Dans les handicaps sensoriels, on a 2 handicaps qui vont se dissocier. On va dans le handicap auditif. C'est une nécessité ou une perte partielle ou totale du sens de l'ouïe. Elle peut apparaître dès la naissance ou durant la vie pour X causes. Après, nous avons dans ce groupe-là, nous avons l'handicap visuel. Ça a une cécité ou une malvoyance complète ou totale. C'est comme l'handicap auditif, elle peut apparaître dès la naissance ou tout au long ou à un moment de la vie.
Après, nous avons donc, du coup un handicap chronique ou invalidant. Donc, c'est toutes les maladies qui sont du type respiratoire, digestif, endocrinien, infectieux. Elles peuvent apparaître à tout moment aussi, dès la naissance ou pour un moment de la vie pour une raison X. Le dernier handicap, justement, donc, qui fait corps de notre sujet, c'est l'handicap cognitif. Ce sont des troubles spécifiques du développement. On a aussi des troubles qui vont envahir le développement, donc ça fait partie du côté de l'autisme et du syndrome d'Asperger. On a des troubles acquis, donc c'est des troubles crâniens ou d'un accident cérébral. Après, on a aussi des troubles qui sont évolutifs chez l'adulte. Donc, il y a l'Alzheimer, la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson. Le handicap invisible et le handicap en général, très tardivement, il a été défini au niveau de la loi. Donc, il a seulement apparu à partir du 11 février 2005 sous le gouvernement Raffarin et qui nous a donné enfin une bonne définition pour qu'on donne l'égalité des droits et des chances pour tous. Alors, du coup, c'est à moi de vous un petit peu parler maintenant. Alors, reconnaître l'handicap invisible, je fais un peu suite à ce que Laure, du coup, a présenté avec quelques chiffres. Comme elle a bien précisé qu'aujourd'hui, en France, on estime bien que malgré les idées reçues, seulement 15% des personnes sont en situation de handicap visible et 80% des handicaps déclarés sont invisibles. Du coup, un handicap invisible, ça n'apparaît pas, c'est non détectable. Il faudrait vraiment que c'est la personne qui en parle, parce que si on n'en parle pas, personne ne va le savoir. Contraire, on va juste être des fois préjugé ou des fois même, du coup, reproché à une par exemple, une malcompréhension dans les équipes, surtout au travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle justement de ce sujet. Et Laure, tu peux passer sur la prochaine slide, comme ça justement, je vais parler pourquoi on en parle aujourd'hui. Pour commencer, on en parle aujourd'hui pour savoir, plutôt pour inclure les personnes. Les personnes souffrant d'un handicap invisible ont souvent des difficultés à se faire reconnaître par les autres comme handicapés. Du coup, les situations de handicapés sont mal identifiées par l'entourage qui ne comprend pas des difficultés qui peut reconnaître ou peuvent ces gens reconnaître sur des tâches simples. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Si un mail vous prend quelques secondes pour le lire, quelqu'un qui souffre d'une dyslexie peut prendre plus de ces secondes à lire ce mail. Et des fois, on a quelqu'un dans les équipes qui disent pourquoi ça vous prend autant de temps pour une simple tâche, pour une tâche très très simple, où vous prenez beaucoup de temps. Il y a aussi ce reproche de dire qu'il y a quelqu'un, un enfant du collège écrit mieux que vous, comprend mieux que vous, lit plus vite que vous. Ça, c'est aussi, du coup, il faudrait en parler pour ce sujet. Du coup, je vais parler du deuxième point, pour sensibiliser les gens autour, pas que chez les adultes, hein, surtout chez les enfants, je pense que c'est plus compliqué aussi, parce qu'il faut en parler, il faut sensibiliser les gens pour que les gens acceptent autrui, surtout. Casser les préjugés, parce qu'aujourd'hui, si je fais une faute, c'est pas parce que j'ai mal suivi mes cours à l'école, pas du tout. C'est pas parce que je maîtrise pas la langue, pas du tout. C'est juste que je souffre d'un handicap invisible, c'est tout. C'est jamais le bon moment. En fait, c'était aussi mon cas, c'est que j'ai jamais parlé de ma dyslexie, par exemple. C'est en étant adulte que j'en parle et c'était aussi pas très tôt, plutôt pas très tard, pour consulter, pour se soigner et pour du coup aujourd'hui aller mieux, surtout parce que c'est quelque chose, je pense, qui va pas jamais se soigner, c'est plutôt se corriger. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle, c'est vraiment pour sensibiliser les gens, pour casser les préjugés et c'est aussi jamais le bon moment pour se faire soigner et en parler surtout autour de lui. Du coup, comme Yasmine a dit, la dyslexie, c'est un sujet qui est encore mal compris à ce jour.
c'est un trouble spécifique de l'apprentissage. Tout comme Yasmine, je suis aussi dyslexique. Ça touche l'acquisition du langage écrit essentiellement. En France, la dyslexie, c'est une grosse majorité des troubles spécifiques du handicap cognitif. En fait, dyslexique, le dys veut dire, signifie en fait compte une difficulté en soi sur quelque chose de particulier. Du coup, on va rentrer un peu plus dans les détails de ce que c'est la famille des dys. Donc, comme on va voir, puis on a pu en parler, donc la dyslexie. Je vais rentrer un peu plus tard dans la dyslexie en général, mais dans le trouble de dys, on va retrouver donc la dyspraxie. C'est un trouble neurologique, c'est savoir comment faire. Elle affecte les gestes les plus simples, c'est comment écrire, nouer simplement ses lacets, couper une viande. Tous ces gestes-là sont très compliqués pour des personnes qui sont atteintes de la dyspraxie. Là, on retrouve aussi, donc, dans cette famille-là, on retrouve la dysorthographie. Donc, c'est un trouble de l'acquisition et de l'automatisation de l'orthographe. Donc, il existe plusieurs catégories de dyspraxie, dysorthographie, mais c'est en gros, principalement, elle va être associée généralement à la dyslexie. On retrouve aussi, du coup, la dysgraphie. Donc là, ça va être tout ce qui va atteindre l'aspect de l'écriture. Donc les formes de lettres, les liaisons, le tracé, la mise en page. Tout ça, ce sont des difficultés pour des personnes qui sont atteintes de cette dysgraphie, de mettre des formes sur une écriture. Nous avons aussi donc, la dyscalculie. Donc, c'est un trouble qui est essentiellement concentré sur l'aspect numérique et la gestion des maths. Après, nous avons la dysphasie. C'est un trouble qui pose problème au niveau de l'apprentissage et développement du langage. C'est se repérer un peu dans l'espace, on va dire. Du coup, notre corps du sujet, pour nous, c'est la dyslexie. Comme Yasmine et moi-même, nous sommes toutes les deux. Donc, la dyslexie, c'est un trouble spécifique de l'écriture. C'est une maladie qui est à l'enfance. On peut l'avoir aussi en tant qu'adulte, mais elle était détectée tardivement en tant qu'adulte. On la détecte assez mal pour l'enfance. C'est qu'à partir du CE2 à peu près, qu'on commence à voir qu'ils ont les enfants, ils ont des problèmes au niveau de l'apprentissage de lecture. C'est à ce moment-là qu'on dit qu'il faut aller qu'ils aillent faire des séances pour détecter en fait, qu'ils sont atteints de dyslexie. Donc, c'est la dyslexie. Ça nous pose des difficultés donc, sur l'écriture, la lecture et l'orthographe. Après, on a plusieurs niveaux de dyslexie, plus ou moins forts. Je n'ai pas une grosse dyslexie, mais par fort stress ou fatigue, elle réapparaît assez facilement en ce qui me concerne. Du coup, la comparaison entre l'enfant et l'adulte qui sont atteints de dyslexique, le combat quotidien est exactement le même pour l'enfant et l'adulte. C'est des grosses difficultés à lire à haute voix généralement. Il y a certains traits d'humour ou certains proverbes qu'on a des difficultés à comprendre dès le départ. Quand il y a beaucoup de monde qui parle en même temps, on a du mal un peu à différencier un petit peu ce qui se passe et à comprendre un peu un discours. On a aussi du mal, des fois, pour certaines personnes, à retranscrire, prendre des notes, donc à résumer une histoire, reprendre des notes. Moi, ce qui me concerne en particulièrement, c'est des grosses difficultés d'apprendre une langue étrangère.
Donc, l'anglais et moi, on n'est pas copains du tout. J'aimerais fortement apprendre, mais malheureusement, j'y arrive pas. À cause de ma dyslexie, je n'ai pas encore trouvé la bonne technique pour y arriver à apprendre une langue. Euh, En gros, pour la dyslexie, elle touche entre 5 et 8% des enfants en France, ce qui fait quand même assez costaud, sachant qu'en plus, on le détecte très tard. On ne guérit jamais de la dyslexie, mais on peut apprendre des techniques pour diminuer, nous aider à lutter contre ce petit problème-là. Alors, du coup, on va parler un petit peu de l'accompagnement d'un dyslexique dans le monde du travail. J'ai aussi profité de cette occasion, de cette slide, de dire qu'on peut aussi accompagner les dyslexiques pendant le parcours scolaire avec les mêmes aménagements, que ce soit pour le monde du travail ou le monde scolaire. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion d'être accompagnée sur les deux parties. Je pense en discutant avec Laure, on n'a pas eu le même parcours, malheureusement. Je pense qu'elle a eu moins de chance que moi. Et du coup, c'est aussi très bien d'accompagner les enfants en situation de handicap, du coup en situation de dyslexie, pendant leur parcours, en mettant en cours des aménagements, de l'accompagnement surtout et du soutien pendant leur parcours scolaire. Et du coup, nous, notre sujet aussi aujourd'hui, c'est plutôt accompagner les collaborateurs dans le milieu du travail. Voilà. Du coup, pour commencer, la première chose qu'il faut mettre de côté quand on a une personne dyslexique dans l'équipe, du coup, je reviens juste au point que j'en ai parlé avant, c'est d'en parler. Surtout, on parlait à notre équipe. Moi, je me rappelle très bien quand j'ai commencé dans l'équipe, j'aurais dit directement que je suis dyslexique. Et au début, on s'attend toujours aux réactions et les réactions, c'était normal du coup. Contraire, on a directement pris en charge, proposé des aménagements justement. Et du coup, par contre, on entend toujours les petites phrases que des fois, on ne fait pas exprès de les dire, mais ça fait mal à une personne dyslexique. On a mentionné quelques petites phrases avec Laure qu'on a déjà entendues. Même un enfant au collège ne fait pas cette faute. Tu t'es relu en moi avant d'envoyer ce mail. C'est une honte d'envoyer un mail comme ça. Ton mail m'a fait mal aux yeux. Ok. Voilà, j'ai pas fait exprès de faire mal aux yeux aux gens, mais c'est juste mon handicap qui a fait ça. Il ne sait même pas écrire une phrase sans faute d'orthographe. Ça, on l'entend beaucoup. Voilà. Et du coup, achète-toi un métal aussi. Ça moi, je l'ai beaucoup entendu quand même, hein. Je l'entends souvent. Et aussi, les préjugés ne sont pas juste au milieu de travail, hein. Moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, surtout, d'éviter même d'attaquer les gens, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je vois, par exemple, sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel aujourd'hui, qui avait pas mal de gens, quand on fait une faute d'orthographe sur LinkedIn, on se fait attaquer de tous les sens. Ah, vous êtes professionnel, vous avez un niveau intellectuel qui est quand même avancé pour faire ces fautes. Il faut toujours se mettre du coup à la place des autres et dire peut-être qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés, ils sont dyslexiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye d'en parler, de sensibiliser les gens. Et du coup, je pense que justement, pour stopper, merci Laure, arrêter les préjugés. Une petite Du question, coup, Yasmine, je me oui, permets juste de t'interrompre parce que ça fait ouais. écho à ce que vous disiez avant. Je vous rejoins assez dans le sens où on a encore trop peu de gens qui mettent en avant, qui sont transparents par rapport à ce handicap qu'ils peuvent rencontrer. Et du coup, dans les entreprises, quand on est manager, on ne le sait parfois pas. Et tu prenais comme exemple les fautes d'orthographe, pour avoir croisé à plusieurs reprises le cas de figure. Ça peut aussi être, alors, je ne sais pas comment appeler ça, de la négligence ou du manque de travail. Et en fait, on parle du même résultat. Et comment, pour un manager, faire le distinguo face à une personne qui, justement, ne serait pas transparente par rapport à son handicap? Quand c'est annoncé, quand c'est connu, finalement, on peut avoir cette chose-là. Mais Ouais. est-ce que, finalement, on doit, en tant que manager, prendre, entre guillemets, tout le monde avec une bienveillance extrême tout le temps, sans finalement, à un moment, resserrer la vis sur la personne dont on pense qu'elle est peut-être plutôt laxiste par rapport à ça?
au risque justement de pouvoir froisser quelqu'un, ou est-ce comment est-ce qu'on où est la jauge idéale en fait? Je pense qu'il n'y a pas de jauge idéale à mon avis, c'est que c'est à la personne d'en parler. Ce serait, je pense, bénéfique pour elle et pour l'équipe, hein. Je pense que si elle cache aujourd'hui sa dyslexie, ce ne serait pas bénéfique pour elle. Et là, on va tomber justement sur les préjugés. Autant dès le début, on parlait et être transparent. Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris avec toi d'ailleurs, être toujours dans la transparence. C'est beaucoup mieux pour tout le monde. Après, en tant que manager, je ne sais pas exactement comment prendre les choses. Je suis pas encore. Du coup, je pense que c'est vraiment à la personne de déclarer sa dyslexie. Vraiment, c'est l'idéal pour tout le monde. On est d'accord que si c'est pas déclaré, c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses C'est ça, exactement. et de la même façon, aller voir quelqu'un qui ne l'a pas déclaré en lui disant est-ce que à tout hasard tu serais pas dyslexique et que ça peut expliquer ça, ça peut être un moment gênant. Si la personne ne l'a pas déclaré, c'est qu'elle a peut-être pas envie d'en parler. Mais par contre, du coup, comment faire la part des choses avec le reste, c'est pas simple. Donc, tu as raison, faut le déclarer et ça rend les choses C'est plus simples pour tout le monde, quoi. pour tout le monde, exactement. Je te laisse poursuivre, excuse-moi de Merci. t'interrompre. Laure, il n'y a pas de souci. Laure, tu peux passer. Voilà. Du coup, le soutien de l'équipe, c'est quelque chose qui est très, très, très important. J'avais échangé du coup avec des gens dyslexiques qui n'avaient pas le soutien de l'équipe. Moi, je l'ai toujours eu, que ce soit comme j'ai déjà précisé, que ce soit à l'école ou maintenant pendant mon boulot. La relecture, la correction, chose que moi, j'ai appris justement pendant mon travail parce que à l'école, j'étais beaucoup dans les travaux de groupe. Du coup, il y avait toujours une personne qui relisait les travaux. Mais par contre, quand on est au boulot, se relire un mail, c'était pas non plus quelque chose que je faisais tout le temps. Et aujourd'hui, en se relisant, en se corrigeant aussi, auto-corrigeant, merci Manon d'ailleurs, un petit coucou à Manon qui me dit toujours de déjà se auto-corriger. Et puis, c'est pas grave s'il y a une faute qui m'a échappé, on peut la corriger et faire relire par nos collègues. Il y a aussi le soutien moral. C'est vrai que des fois, on trouve des managers qui sont compréhensifs. Ok, tu es dyslexique, c'est bien, on est compréhensif, mais qui n'hésite pas aussi à faire des remarques, du coup. Non, il faut s'améliorer, c'est abusé, ok, tu es dyslexique, mais pas à ce point. Le mot que j'entends toujours de mon équipe, Yasmine, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde si tu as fait une petite faute en envoyant un candidat ou un client ou autre. Ça, c'est un soutien moral qui joue beaucoup sur le moral de la personne et que ça forge beaucoup. Aujourd'hui, moi, ça m'a donné beaucoup confiance en moi alors que il y a 2 ans, je n'écrivais pas une phrase correcte et une phrase sans avoir de doute. Du coup, le soutien moral de l'équipe est très, très important pour une personne dyslexique dans l'équipe et aussi la compréhension. Me donner une tâche, pas que moi, hein, donner une tâche à une personne dyslexique et avoir cette compréhension derrière qu'elle va prendre plus de temps qu'une autre personne, ça, c'est très important. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à travailler, quand je fais une tâche, j'essayais d'aller trop, trop, trop vite et faire des catastrophes. Et au final, c'est pas bien. Alors que, en prenant mon temps, prendre plus de temps à faire des tâches et les faire bien, du coup, finalement, c'est le bon deal, on va dire. Et ça, c'est aussi très, très important. Moi, j'ai essayé avec Laure de mettre ces 4 axes, principal axe, on va dire, plutôt principaux axes, mais il y en a beaucoup, je pense, d'autres axes qui peuvent venir en soutien à une personne dyslexique. Aussi, l'écoute. Moi, ça aussi, j'ai appris beaucoup avec mon équipe actuelle. Quand on est dyslexique, on est stressé, des fois, on forme des phrases qui n'ont pas beaucoup de sens. Voilà, on est d'accord, Laure. Je Et te du rejoins. coup, exactement, récapituler, respirer un petit peu et reformuler sa phrase, ça joue beaucoup, je pense, aussi sur l'esprit de l'équipe. Parce qu'en fait, des fois, on est tellement stressé, on a tellement peur de ne pas transmettre le message, on formule des phrases qui n'ont pas beaucoup de sens. Voilà. Du coup, prendre du recul, être patient aussi avec soi-même et reformuler joue beaucoup, beaucoup sur aussi la collaboration avec les autres. Voilà. Alors, tu peux passer du coup à la slide. L'aménagement utile. Alors, moi, je vais présenter un petit peu les aménagements possibles, mais aussi, je vais donner mon avis sur les aménagements. Du coup, privilégier l'oral, hein,
ça, moi, je le fais beaucoup aujourd'hui. Enfin, au début, c'est vrai que on me disait souvent, écris-moi un mail, écris-moi un texto. Alors que moi, non, je vais toujours toquer sur le bureau, parler. Enfin, après, avec le temps, je pense que l'équipe aussi a pris l'habitude que je privilégie beaucoup l'oral. Mais aussi, j'écris aujourd'hui. Avant, je ne le faisais pas, mais aujourd'hui, j'écris, même si je fais des fautes. Et aussi, je demande toujours à mes collègues de ne pas, ne pas vraiment se douter de me corriger surtout. Parce que c'est en me corrigeant que j'ai beaucoup appris avec eux. Alors, l'espace de travail, aujourd'hui, moi, franchement, j'en ai pas besoin. Au contraire, j'aime bien être accompagnée au bureau. J'aime bien avoir toujours une personne avec moi au bureau. Au contraire, quand je suis seule, je m'ennuie. Du coup, ça, c'est les aménagements proposés par les orthophonistes. Après, chacun son expérience et chacun a ses envies aussi. Les tiers-temps dans la gestion de projet, moi aujourd'hui, je ne gère pas forcément de projet, mais je pense que c'est primordial pour une personne qui a un projet à gérer, qui a des temps aussi à respecter. Parce que des fois, en discutant avec d'autres dyslexiques qui prennent beaucoup sur leur temps de repos, c'est-à-dire entre midi 2, le soir, et à un moment donné, on est fatigué aussi. Et sachant qu'un dyslexique, quand il est fatigué et stressé, ça fait des catastrophes. Et du coup, autant lui accorder un tiers temps, c'est très, très bénéfique pour tout le monde. Moi, j'en ai bénéficié quand j'étais à l'école aux examens. J'avais toujours un tiers temps et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à suivre du coup le rythme des examens, des partiels avec les autres. Du coup, les logiciels, moi, je suis pas très d'accord parce que ça rend les gens un peu feignants. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un aménagement qui est beaucoup recommandé pour les dyslexiques. Mais moi, personnellement, je suis pas fan des logiciels et applications parce que, notre objectif aujourd'hui, c'est quand même de s'améliorer, de progresser. Et du coup, en installant un logiciel et une application, ça n'aide pas beaucoup les gens, du coup, à se perfectionner finalement. Vincent m'avait une fois proposé un logiciel et finalement, un petit raccourci Google. Je l'ai installé, je l'ai essayé, j'étais pas fermée, mais finalement, j'étais pas fan parce que finalement, ça m'aide pas à m'améliorer. Pas du tout. Contraire, je deviens fainéante parce que je sais très bien qu'il y a un logiciel qui me corrige derrière. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dyslexique, c'est vrai qu'on en parle, on demande aussi que les gens soient compréhensifs, mais il faudrait aussi qu'on fasse on va dire un effort de se corriger, de se relire et de faire des efforts. Moi, par exemple, j'ai toujours mes petites règles de rappel d'orthographe en post-it, ça m'aide beaucoup et c'est très bien. Du coup, c'est un aménagement qui est proposé par les orthophonistes qu'aujourd'hui, je ne suis pas fan. Je ne suis pas à ton cas aujourd'hui, Laure. Est-ce que tu es du même avis que moi ou pas forcément? Si tu peux faire un retour de ton côté sur les logiciels. Le logiciel, moi personnellement, j'en utilise pas forcément de mon côté. Après, ça dépend, on va dire, du seuil de dyslexie, le niveau qu'il a. Parce que moi, je sais que dans mes connaissances, autrefois, j'avais une connaissance qui était hyper dyslexique, encore plus que moi. Il n'arrivait pas du tout quand il naviguait sur un site internet, à déchiffrer, à se repérer. Et du coup, une aide pour se repérer dans ce cas-là, oui. Après, pour des correcteurs d'orthographe comme ça, c'est difficile. Enfin, moi, dans mon cas, c'est pas comme ça. Donc, Ok. je te rejoins sur ton discours. Sur ça, on est exactement pareil. Très bien, très très bien. Ok, du coup, je pense qu'on va passer à la next slide, nos retours d'expérience. Et vu que c'est moi qui étais en train de parler, je commence. Je me suis déjà présentée. On a invité quelqu'un ce soir qui est malheureusement absent. Je pense que son planning, il est assez chargé. Il n'a pas eu le temps de venir. On n'a pas réussi à le convaincre de venir. J'ai eu son Voilà. assistant au téléphone, il était à deux doigts là, mais finalement, c'est pas fait au dernier moment, il avait un autre truc à Los Angeles. Oh. Dommage. Dommage. Du coup, oui, Bill Gates, c'est aussi un dyslexique et apparemment, sa dyslexie est plus poussée que la nôtre, Laure. Hein. Ouais. Voilà. Du coup, je vais parler de mon retour d'expérience à moi-même. J'ai pas préparé de discours, principalement pour cette partie. Je voulais être spontanée et parler de moi-même, en fait, spontanément. Alors, moi, ma dyslexie, je l'ai détectée il n'y a pas longtemps. C'était en 2015 ou 16, où une de mes profs m'a convoquée, où elle m'a mis toutes mes copies des examens sur table et elle m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas.
en fait. Elle m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant les séances, tu es très bien, tu parles très bien, tu présentes très bien. Pourquoi à l'écrit, on ne te comprend pas et on ne comprend rien? C'est la première fois où j'ai relu mes copies. Et là, c'était un choc, vraiment. Moi-même, j'ai rien compris. En fait, j'ai rien compris. Je me suis dit, oh là là, j'ai fait galérer plein de profs pendant toutes ces années. C'est horrible. Et c'est là, on m'a redirigée vers un orthophoniste. Et comme elle disait, du coup, Laure, avant, c'est aussi les langues étrangères. Aujourd'hui, le français, c'est pas ma langue maternelle. Du coup, je suis trilingue. Je fais de mon mieux, du coup, pour perfectionner une des langues. Et c'était aussi un conseil de mon orthophoniste que je remercie beaucoup d'ailleurs. Elle m'a pris très en retard. Du coup, elle m'a pris en charge très, très en retard par rapport à ma dyslexie. Et c'est elle qui m'a conseillé justement de se focaliser sur une seule langue aujourd'hui parce que ça ne sert à rien d'apprendre les autres langues et ne perfectionner aucune des trois. Et aujourd'hui, j'ai choisi la langue de Molière pour, j'espère la perfectionner. Voilà. Et du coup, ma deuxième expérience a commencé avec Proxiade lors de mon alternance. Quand j'ai commencé, j'ai directement dit que j'étais dyslexique. Du coup, que ce soit Vincent, Manon, Johanna, ils étaient très, très, très ouverts. Ils m'ont beaucoup accompagnée. Comme dit, j'ai appris beaucoup avec eux, surtout de se relire, 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 chose que je ne faisais pas avant. Parce que pour moi, dans ma tête, je suis dyslexique. De toute façon, même si je me relis, ça ne sert pas à grand-chose. Et finalement, ce n'est pas le cas parce qu'en se relisant, on apprend beaucoup de choses déjà. Et aussi, ce qui m'a beaucoup aidé avec mon équipe, c'est qu'ils me corrigent tout le temps. Et ça, il faut vraiment l'accepter. Il ne faut pas dire non, vous ne me corrigez pas, on se sent gêné. Pas du tout. À chaque fois, je fais une erreur, ou que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Même pour un message rapide, je demande toujours à me corriger. Et ça m'a beaucoup, 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 beaucoup énormément aidé. Et c'est ce que je fais aujourd'hui aussi avec les candidats, hein. Je leur dis tout le temps, en fait, même si tu es dyslexique, fais relire ton CV par une autre personne. C'est toujours bénéfique. Pour toi surtout, parce que le CV, c'est la première impression qu'on envoie au recruteur. Du coup, c'est bien de se faire relire par une autre personne, se faire corriger. J'ai aussi ma copine qui est aujourd'hui présente d'ailleurs dans le live, Nizi, qui m'a beaucoup aidée. Et la pauvre, je lui envoie toujours des messages, des emails à corriger. Et elle est toujours aussi là pour me corriger, pour m'aider. C'est pour ça que je disais alors, en fait, en échangeant avec Laure la dernière fois, on s'est rendu compte que finalement, moi, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à elle, qui va après vous donner son retour d'expérience. J'ai toujours été très, très, très bien entourée, que ce soit par mon équipe, par ma famille, par mes amis. Nizi, par exemple, quand je lui raconte une histoire, elle fait toujours quelques petites liaisons pour comprendre l'histoire finale. Je remercie tout le monde d'être à mes côtés. Et avec le départ de mon manager, je souhaite de tout mon cœur trouver une autre personne qui va être comme lui. Oh là 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 là. Ah, c'est là, moi, tout de suite. C'est très gentil, Yasmine. Merci pour ton retour, du coup, plein d'émotions. C'est sympa. Et du coup, Laure, toi, ton retour? Moi, mon retour comparé à Yasmine, ça s'est très mal passé dès le départ, on va dire, puisque moi, il n'y a personne qui s'est occupé de moi, de mon enfance. J'ai pas été suivie du tout. Au CP, l'apprentissage, ça s'est très mal passé. Je passais pour un problème de santé. J'ai passé mon année de CP au piquet. Et du coup, ma dyslexie s'est aggravée. Pour les dictées, c'était toujours des zéros tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, mes parents ne m'ont pas aidée. Ils se moquaient un peu de ce côté-là. Donc, du coup, je faisais comme je pouvais. C'est des profs au collège-lycée qui m'ont pris à part et m'ont demandé voilà, si
par rapport aux tournures de mes phrases que je faisais et les fautes que je faisais, ils ont un peu compris qu'au final, j'étais dyslexique. Donc, ils m'ont commencé, j'ai essayé de m'améliorer comme je pouvais. Et j'en ai jamais parlé à mon entourage. Moi, en plus, à la fin de mes études, j'ai fait de suite ma société. Quand j'envoyais aux clients des mails, des lettres, c'était un peu compliqué pour moi parce que j'avais toujours peur du jugement. Et en plus, face à des clients, personnellement, ça ne le fait pas du tout, en tout cas en ce qui me concerne. Donc, du coup, c'est toujours un combat indéfini pour moi. Quand j'ai fait une reconversion professionnelle, je suis venue au moins dans le monde du numérique. J'ai fait mon stage chez Proxiad et c'est lors de mon stage que j'ai commencé enfin à commencer à en parler. Et là, j'ai découvert que j'avais des aides au contraire. On ne me jugeait pas. J'ai Laurent qui était là, j'ai des collègues qui sont là. On ne me juge pas, on m'aide pour reprendre mes fautes, me corriger. Et je les remercie fortement parce que sans eux, je ne verrai pas mes fautes. En plus, j'adore partager mes connaissances. Donc, du coup, en plus, par mon métier, donc, en tant que UX designer et chargé marketing digital, donc moi, je fais aussi du SEO. Donc, je fais de la rédaction. Donc, pour une dyslexique, faire de la rédaction, c'est un peu compliqué en plus. Du coup, j'ai toujours des personnes là qui sont là pour relire à chaque fois. Et on m'a aidé à trouver des façons d'arriver à corriger mes fautes, d'avoir mes fautes. Pour Proxiad, j'ai eu l'envie de partager mes connaissances au travers de publications d'articles. J'avoue, je mets 3 semaines à 1 mois avant de vouloir les faire relire parce que je veux au maximum minimiser mes fautes. Donc, avant de les envoyer à mes managers, donc Vincent et Laurent, je mets 3 semaines avant de leur envoyer et j'essaye de me relire au maximum comme je peux pour réduire mes fautes d'orthographe et tourner mes phrases un peu plus français, on va dire, par moment. Avec la fatigue et par mes idées, des fois, j'écris un petit peu chinois. Donc, quand je me relis, je fais « Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là ?» Ouais, je ne peux pas envoyer ça comme ça parce que même moi, je n'arrive même pas à savoir ce que j'ai marqué. Donc, je me reprends, je prends du temps et une fois que ça paraît un peu plus potable, j'envoie à ce moment-là. Et du coup, je remercie fortement cette aide-là qui est si précieuse pour moi au sein de mon boulot. Avec Proxiad, ça m'a donné envie justement de communiquer sur la dyslexie. Et maintenant, j'en parle plus facilement qu'avant. Avant, pour moi, j'en parlais pas. C'était tabou. Je ne voulais pas qu'on découvre que j'étais dyslexique. Et du coup, grâce à Proxiad et mon envie de partager mes connaissances, j'ai passé le cap à communiquer, même sur LinkedIn, qui est, comme tout à l'heure disait Yasmine, qui c'est assez facile justement d'aller relever « Ah, vous avez une faute d'orthographe, c'est pas bien, dans la communication, c'est pas bien, tout ça. » Tout à fait. Voilà. Au départ, je ne voulais pas, j'avais peur justement de ce regard, d'être jugée comme ça. Puis au final, je me suis lancée et puis j'ai peut-être des moqueries, mais c'est pas grave. À côté, je sais qu'il y a des personnes qui sont là et c'est pas pour se moquer de moi, mais pour justement m'aider, m'accompagner et à essayer que moi je progresse. Je pourrais jamais effacer ma dyslexie, mais je peux que progresser et essayer de m'améliorer au maximum. Donc voilà un petit peu en ce qui me concerne au sujet de ma dyslexie et de mon expérience personnellement. Après, moi, au quotidien, dans mon travail, donc dans mon métier en tant que UX designer, c'est un sujet aussi que je mets point dans mes maquettes quand je produis. Je pense aussi à l'accessibilité numérique. C'est concevoir pour tous, que ce soit adapté pour tous. Donc aussi, en tant que dyslexique, quand je vais sur des sites où c'est écrit tout petit et que c'est illisible, il y a des couleurs qui se mélangent, tout ça, moi, personnellement, je n'y arrive pas à lire.
Donc, même dans mon métier, voilà, je mets un point là-dessus et j'essaye d'améliorer cette partie-là pour tout le monde, non seulement pour moi, mais pour tout le monde. Super. Merci beaucoup, mesdames, pour ce témoignage. Je ne vous retrouve pas la semaine prochaine, mais ce sera dans le public. Et en tout cas, à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.